Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de l'émission. On a le plaisir d'accueillir aujourd'hui un invité qui a fait les belles heures de la télévision des années 90 et 2000. Bonjour Laurent Fontaine. Bonjour Stéphane. Alors Laurent, je crois que vous avez commencé votre carrière dans la presse écrite. Oh oui, c'était il y a très très longtemps. C'est Ah, une époque que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'était dans les années 80 et effectivement, oui, j'ai commencé avec un homme de la presse qui s'appelait Alain Ayache, que peu oui. de gens connaissent, mais qui a été une sorte de créateur un peu fou de Oui. plein de journaux. Et j'ai commencé pendant 2 ans avec lui, oui. Et après, vous avez évolué un petit peu vers la communication politique. Oui, j'ai été jeune assistant parlementaire d'un député du Calvados qui s'appelait Henri Delille. Et puis ensuite, j'ai été chef du service de presse d'un ministère qui était le ministère des PTT, qui était devenu PS Poste, Télécommunications et Espace, le ministère de Télécom en quelque sorte. Et c'est Paul Quilès qui était le ministre. C'est dans le gouvernement Rocard, mais là, vous me parlez d'une époque qui date de Mathusalem. Bon, on s'en souvient. Comment vous avez rencontré Pascal Bataille? L'entente a été tout de suite immédiate. On l'a raconté plein de fois. On était dans un concours de jeunes journalistes. Moi, justement, j'étais dans une école de journalistes, lui aussi. On n'était pas dans la même. Et c'était des cigarettes à l'époque que plus personne connaît, qui s'appelaient les News, comme les News, le journal. C'est une marque de cigarettes que lançait la CITA, des cigarettes françaises. Il lançait un concours de jeunes journalistes. Et on a été finaliste. Il a gagné, pas moi. Voilà. C'est une autre histoire. Alors, racontez-nous l'aventure, combien ça coûte à laquelle vous avez participé dès le début, je crois. On avait écrit, Pascal et moi, un bouquin qui s'appelait Guide de la combine, fin des années 80, et à l'époque, les équipes de Combien ça coûte nous avaient appelé, un garçon qui s'appelait Séven Courby, en me disant, voilà, je lance un magazine 191 sur l'argent, ça sera présenté par Jean-Pierre Pernaut, il n'y en aura que 8 numéros, et puis voilà. Et je crois que l'émission, on a tout fait un peu à l'arrache, c'était un truc d'artisan, avec de la bonne humeur, beaucoup de bonne humeur, et puis le patronage de Jean-Pierre Pernaut, qui est voilà, un type bien, dans le sens du terme, il n'y en a pas tant que ça dans ce métier, donc je vais bien le souligner. Et la mission a duré bien après nous, elle a duré jusqu'à, je crois, en 2003, 2004, 2005, je ne sais plus, donc voilà, ça a été une belle aventure. Donc, et en même temps, on commençait sur une chaîne que personne ne regardait, qui s'appelait Canal Jimmy, ça aussi, 191, pour faire un magazine à nous qui s'appelait Le Meilleur du Pire, voilà. Et vous avez aussi pas mal collaboré avec Christophe de Chavannes? Oui, on a bossé 6 ans avec Christophe de Chavannes. On a travaillé sur Coucou, on a été producteur de Coucou, Pascal et moi, producteur chez Christophe, évidemment, lui il produisait l'émission. Et puis ensuite, on était à l'antenne avec lui dans une émission qui s'appelait Comme un lundi, en 95, je crois, c'est le métro, voilà, il y a 2 parties. L'équipe jaune, l'équipe bleue, on se partageait les équipes et Christophe animait tout ça. Des grands débats, oui. Voilà. Donc voilà, oui, 6 ans avec Christophe, on a tout appris. 1997, c'est une date importante avec le lancement de Y'a pas photo. Oui, notre première émission sur TF1 avec Pascal, on est appelé par TF1 au début 97 en disant voilà, on pense à vous pour une case en semaine. Donc on a quitté l'équipe de Combien ça coûte et puis on s'est lancé dans Y'a pas photo qui était très balbutiant au début. C'était un magazine un peu qui partait dans tous les sens, un peu VSD, vous voyez, un peu tout à fait, le journal VSD. On parlait d'actu, on parlait de people. Et puis après on a serré un peu les sujets et puis on est vite devenu un rendez-vous... le type qui se fait péter les bretelles d'une prétention absolument effroyable, un rendez-vous incontournable. Grosse audience à l'époque. Ouais, c'est une émission qui marchait très très bien et qui a marché très vite, très bien. Oui. Et vous avez enchaîné donc avec Y'a que la vérité qui compte. Alors comment vous expliquez là aussi un énorme carton Le rideau, je ne sais pas, c'est le concept avant tout, parce que le concept était juste génial. Je le dis d'autant plus tranquillement que c'est pas moi qui l'ai créé, donc c'est un concept italien qu'on avait racheté. Et puis je pense que le fait que Pascal et moi on soit comme ça, c'est 2 visages très différents, 2 hommes presque aux antipodes, l'un bordelais, plutôt strict, sérieux, moi plus virevoltant, etc. Ce jeu à deux a plu aux téléspectateurs sur cette émission-là, alors que c'est une émission où on rigolait beaucoup et où on pleurait beaucoup. En fait, c'est les 2 trucs assez. Il y avait de l'émotion, oui. Il y avait à la fois du rire en permanence et de l'émotion. Donc ouais, je pense que la mayonnaise a bien prise et voilà. Alors j'ai entendu parler d'un retour de l'émission. C'est une info qui va se vérifier ou pas?
Alors, ce qui se passe, c'est que depuis août, des gens qui avaient racheté le catalogue des émissions, donc les 5 ans d'émissions qu'on a fait sur TF1, diffusent des petits morceaux d'émissions, voire des émissions entières, et que en septembre-octobre, on a vu les chiffres complètement fous arriver sur nos ordinateurs. Il y a des vidéos, je crois, qui font 6, 7 ou 8 millions de vues. On est en train de réfléchir avec Pascal parce que c'est... vous n'avez pas 2 heures, donc je ne vais pas vous raconter ma vie maintenant, mais et la sienne d'ailleurs. Mais voilà, moi, on ne fait pas partie, Pascal et moi, on l'a toujours dit d'ailleurs à l'époque, quand on était plutôt dans le succès, que si ça s'arrêtait, ça s'arrêterait et puis on passerait à autre chose. C'était pas tout la télé dans la vie. Donc voilà, ça nous pose aussi des questions en tant qu'homme de ce qu'on est aujourd'hui. Bien sûr. 10 ans plus tard, est-ce que ça a du sens? Voilà. Peut-être pour un numéro spécial ou... Une des hypothèses, c'est pourquoi pas faire les 20 ans de l'émission et puis prendre les meilleurs moments. Et alors comment à l'époque vous avez vécu les critiques, notamment des Guignols, on s'en souvient? Moi j'étais très fan des Guignols, donc c'est terrible quand vous vous faites critiquer ou casser par des journaux que vous lisez et puis des télés que vous regardez. C'est la loi du genre, là encore, je pense qu'il faut pas être naïf, et quand on est exposé au grand public, surtout sur une chaîne comme TF1, eh bien par définition, on est exposé aussi à la critique un peu acerbe, et voilà. Nous, on a vécu 4 ans de Guignol, je crois, donc c'était Bataille et Fontaine, on avait un cerveau pour deux, on était totalement manipulés par TF1, évidemment, qui nous prenait comme 2 petits pantins, et on faisait une émission de merde sur la première chaîne. En 2003, vous allez être le producteur de la méthode Coé. Là aussi, vous avez encore à avoir du nez, c'est un gros carton. Oui, très gros carton de jeudi soir sur TF1, là encore. On avait rencontré Sébastien Coé, sur une émission de radio qu'il faisait. On était invité un matin, à 6h30 du matin, on était crevés. Et puis voilà, moi j'ai vu un mec absolument incroyable en face de moi, quoi. J'ai vu un mélange il avait le côté provincial et le côté rapide, urbain, à la fois un côté presque rural. Tout ça dans une espèce de mix absolument hallucinant, la Picardie plus les grandes villes, enfin voilà, et avec un humour assez décapant à l'époque. Et donc dès qu'il a été mis à l'antenne avec une bande autour de lui, il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire faire rire. Et puis et je vois qu'il est toujours sur Énergie aujourd'hui, la radio étant son média de prédilection, et je le rencontre de temps en temps et je suis très content pour lui. Il continue de faire rire les gens et de les mettre dans la bonne humeur. Mais oui, c'est un formidable animateur. Je regrette que TF1 l'ait arrêté après, mais bon voilà, c'est comme ça. Mais justement, comment l'aventure TF1 donc s'arrête pour vous parce que tout d'un coup il y a une nouvelle direction qui arrive à TF1 et qu'ils décident de mettre des Dr House et des séries qui leur coûtent 2 fois moins cher, et que c'est à partir de ce moment-là, à partir de 2009-2010, que vous verrez la grille de TF1 avec 3 Dr House dans la soirée. Donc au même moment et pendant 2-3 ans, ils vont virer Julien Courbet le vendredi soir, nous le lundi soir, Le Droit de Savoir le mardi soir, et Coé, qui nous suivra un an plus tard, le jeudi soir. Donc clairement, la politique stratégique de TF1, ça a été de ne plus faire de deuxième partie de soirée, comme on dit dans notre métier, avec des shows qui coûtaient certainement trop cher pour eux, mais de remplir ça avec de la série. Donc c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, et ça n'a pas si mal marché que ça, même si en 10 ans, ils ont perdu beaucoup TF1 de leur audience, évidemment, mais c'est pas qu'à cause de ça, c'est aussi parce qu'il y a la TNT qui est arrivée en même temps. Voilà. Justement, la TNT, vous allez en faire pas mal dans les années 2010. Quelle émission, quel programme vous a le plus plu? J'en ai pas fait tant que ça, en vrai. Vous êtes gentil de dire que j'en ai fait pas mal. J'ai fait une saison, je suis étonné que vous ne le disiez pas, parce que c'est le truc le plus drôle de ma vie. J'ai présenté l'île de la Tentation, une saison, l'avant-dernière d'ailleurs saison, qui m'a amusé parce que je suis parti 21 jours au Mexique et que le tournage était formidable avec les équipes d'Andemol. Et j'ai vu en tant qu'animateur 120 personnes pendant 21 jours au Mexique tourner une télé-réalité, et que ça m'a hyper intéressé intellectuellement de voir comment les équipes d'Andemol, qui sont des ça doit être intéressant, faisaient ça. Voilà. Donc c'était une expérience très marrante. Et puis j'ai aussi fait je crois 14 ou 12, je sais plus, chroniques chez Hanouna, qui est resté un pote, mais on a arrêté parce que j'avais rien à faire dans cette émission. Alors Laurent, quelle est votre vie aujourd'hui? Donc vous exercez plutôt dans la communication? Oui, j'ai une agence de com depuis maintenant 4 ans avec Valérie Douillet, qui est mon associé et mon ami depuis très très longtemps. On a beaucoup travaillé, on le sait, parce que le net l'a beaucoup dit, même si on ne s'en est pas vanté nous, parce que c'était pas le but du jeu, beaucoup travaillé sur la communication de l'actuel président de la République, au moment où ses équipes devaient être
présente sur les plateaux de télé et dans les radios. Alors, et puis on a des clients extrêmement différents et on fait de la com tout à fait normale, comme plein d'agences de com le font. Mais vous n'êtes pas contre éventuellement un retour à la télévision s'il y avait un projet intéressant Je suis contre rien. On me pose souvent la question, vous l'imaginez. Oui. On la pose d'ailleurs pour Il y a que la vérité qui compte, le rideau. Voilà, j'étais pas animateur de télé à la naissance. J'étais, contrairement à certains, je pense à Christophe de Chavannes, vous venez de les citer d'ailleurs, Coé, Thierry Hanouna, qui sont ce qu'on appelle des purs encoreman, qui sont des vrais animateurs purs. Pascal et moi, on était journalistes et qui avons eu des parcours un peu chaotiques et puis qui sommes devenus animateurs à la télé populaires. Mais donc quand ça s'est arrêté, je me suis pas retrouvé chez moi en désespoir absolu. Comme a dit Milan Kundera, grand écrivain, la vie est ailleurs. Sur ces bonnes paroles, merci beaucoup Laurent Fontaine d'avoir joué le jeu de l'émission et puis on vous souhaite le meilleur pour cette fin d'année. Merci pour cette invitation. Merci.